du festival. On vous invite à venir écouter. C'est-à-dire que si vous chuchotez, c'est compliqué. Je vais attendre que tout le monde s'installe. Alors, est-ce que tout le monde est installé? Oui. Peut-on transformer le monde par le langage? C'est une question qui nous a habité, qui nous habite depuis plusieurs mois. Et c'est avec cette question qu'on a décidé de préparer notre festival. Le langage du conte, le langage de la musique, le langage de la chanson, le langage du théâtre, voilà, tous ces langages-là et bien d'autres encore. Est-ce qu'ils transforment le monde? Est-ce qu'ils nous transforment nous? Sans doute. Et s'ils nous transforment nous, ils transforment le monde. Ici, c'est du spectacle vivant sur cette petite scène en bois. Vous êtes sur un parquet en bois avec une acoustique un peu compliquée. Mais on est très contents de tous vous accueillir ici pour vivre un formidable festival. Jeudi 7 novembre, enfin, nous y sommes. Ça fait 1 an qu'on prépare ça. Et on est trop contents. Voilà. On a inauguré le festival. Merci à notre formidable président qui est pilote. Pilote des avions, c'est quand même la classe. On a inauguré notre festival et on va vivre maintenant la sortie de résidence. Pas tout de suite. D'abord, on va vivre le projet des caravanes de l'Aglo. Toute l'année qui vient de s'écouler, Joséphine et Nathalie, et même Mariette, qui est dans la salle, sont allées dans les crèches, sont allées dans les maisons de retraite, sont allées dans les bibliothèques et elles ont raconté des histoires et elles ont aussi donné la parole aux petits, aux bébés, aux vieux et puis aux adultes. Alors ce qu'on vous propose en première partie ce soir, c'est le projet des caravanes de l'Aglo en partenariat avec le CIAS et avec Annonay-Rosnaglo. Juste avant, je vous présente juste le festival, toute la programmation, parce que vous êtes ici ce soir, mais on veut vous voir aussi demain à Annonay, dans l'atelier de Charlotte, Quand la mer monte. Demain, à Quand la mer monte, on aura Clémence et Chloé, on aura André Maviel et on aura Pepito Matteo, qui est ici ce soir présent. Pepito nous a donné le week-end dernier un super stage. Il est là ce soir pour voir. Ce soir, il est là juste pour le plaisir. Il se cache derrière sa casquette. Il sera là demain à Quand la mer monte. Et demain, ce sera un moment d'échange avec ces artistes pour qu'ils nous racontent un petit peu comment ils créent leur spectacle, comment ils vivent leur métier, qui est quand même un métier un peu particulier malgré tout. Et puis nous donnerons un petit quelque chose de ce qu'ils font. Pépito racontera peut-être une histoire. André Maviel nous fera peut-être des percussions corporelles ou des sons ou je ne sais pas quoi. Clémence et Chloé nous raconteront peut-être elles aussi des mots, des choses. Voilà, ça sera demain soir et on mangera des petites choses du près d'ici et on boira des petits vins du Carafon. Et puis samedi, peut-on transformer le monde par le langage? Là, on aura peut-être des réponses. Peut-être. Parce qu'on organise une conférence dans laquelle nous verrons une psychanalyste, Anna Angelopoulos, un philosophe, Olivier Ponton, un artiste, André Maviel, un autre artiste, Pepito Matteo. Et eux vont nous dire qu'est-ce que le langage et est-ce qu'on peut transformer le monde par le langage. Ça sera samedi après-midi à l'amphithéâtre de l'école d'infirmières à Annonay. Le soir, on vous donne rendez-vous au théâtre des Cordeliers. Et là, nous aurons la leçon de français par Pepito Matteo. En première partie de Pepito Matteo, il y aura l'atelier adulte de la Forêt des Contes. Elles sont 3. Dimanche, on sera à Peaugres avec Beau vélo de Babel. Beau vélo de Babel, c'est André Maviel qui va nous raconter ça. Et ensuite, juste après ce petit solo de André Maviel, on aura le Tibal Tribal et là, on clôture le festival et c'est la fête. Et pendant tous ces moments-là, on va aussi boire et manger de délicieuses choses. Mais pour l'heure, pour maintenant, je vous dis très très bon festival. Je déclare, je donne ma langue au chat ouverte avec les caravanes de l'Aglo, le CIAS, c'est-à-dire, je vais laisser la parole à Joséphine,
la petite enfance. Ensuite, on aura parole de vie, recevoir si l'on veut, rendre si l'on peut. Ça s'est passé chez les personnes âgées. Et on conclura avec, Nathalie, avec aussi, à Compte Perché. Là, c'est l'atelier adulte que Nathalie a animé. Voilà. Je vais quand même parler du spectacle de ce soir. Elles sont là depuis 10 jours. Elles s'appellent Clémence et Chloé. Et pendant 10 jours, elles ont travaillé ici, à la salle Saint-Régis et à la Maison du Bois Villevaucance. Elles ont préparé un spectacle qui s'appelle Le Jardinier Bossu. Conte pour enfants de passage. Et on est très très heureux tous de vivre ce soir avec elles la première de leur spectacle. Bon festival, profitez-en bien et merci d'être aussi nombreux. À tout à l'heure. Présenter le projet qui a été mené avec la crèche familiale d'Annonay et le RAM d'Annonay. Donc ce projet s'appelle Le Tour des langues en 80 contes. C'était un voyage de chant, de comptines et de contes, bien sûr, qui a duré 7 séances et qui a été mené auprès d'enfants de 0 à 3 ans, accompagnés de leur assistante maternelle, sur le territoire d'Annonay-Rhône-Agglo. Cette caravane s'est arrêtée dans différentes communes de l'agglo pour sensibiliser les enfants et les grands au langage, celui du conte, bien sûr, mais aussi les sonorités des langues qu'on rencontrait sur notre chemin. À chaque escale, c'était la rencontre d'un ailleurs et de ses histoires, de ses comptines, de ses jeux de doigts, et celles-ci, elles étaient chantées et entendues en langues étrangères ou régionales. Derrière une langue et le langage en général, il y a une manière de percevoir le monde. Il y a une manière de le nommer et de l'apprécier. Et c'était toute l'idée de ce projet. C'était de se rendre compte de cette richesse, de cette diversité, d'apprendre à l'aimer et avoir envie de la partager. Cette caravane, elle s'est arrêtée avec l'été, mais elle reprend en janvier. Cette fois, pour objectif de faire cheminer les enfants vers, cette fois, la prise de parole, parce que cette fois, donc dans l'ancien projet, ils ont plutôt participé au conte, au jeu de doigts. Là, on va essayer de aux comptines et aux jeux de doigts. Cette fois, on va vraiment les amener vers la prise de parole du conte. Alors, chacun fera comme il a envie, comme il peut. Le plus important, c'est que ce soit fait avec plaisir. Voilà. Mais pour l'instant, j'ai eu ces charmantes dames qui ont accepté de venir vous chanter quelques comptines et jeux de doigts qu'on a récoltés sur notre chemin. Il y en aura une en breton, une en occitan, une en espagnol et une en lingala et en français. Alors la prononciation est sûrement pas parfaite, mais en fait on s'en fiche. On est là pour s'amuser. Voilà, et si vous avez envie de chanter avec nous, n'hésitez pas. Traîne, 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 Ludu, taparonne, taparonne, traîne, 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 Ludu, taparonne, diustu, tchou, tchou. Traîne, 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 Ludu, taparonne, taparonne, traîne, 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 Ludu, taparonne, diustu, tchou, tchou. Calumer les sautas prat, le bolacueto, calumer les sautas prat, le bolacueto, y va soluca. Il y en a peut-être qui la connaissent, celle-là.
ponpon, el dedito en el pilón, el ponpon, el dinerito en el bolsón. Muchas gracias. Nyama nyama ye ngondo, nyama nyama ye. Nyama nyama ye ngondo, nyama nyama ye. Monsieur Crocodile, mets-toi plat ventre. Nyama nyama ye ngondo, nyama nyama ye. Nyama nyama ye ngondo, nyama nyama ye. Monsieur Crocodile marche à quatre pattes. Nyama nyama ye ngondo, nyama nyama ye. Nyama nyama ye ngondo, nyama nyama ye. Monsieur Crocodile, tu nages sous l'eau. Nyama nyama ye ngondo, nyama nyama ye. Nyama nyama ye ngondo, nyama nyama ye. Monsieur Crocodile, je vois tes gros yeux. Nyama nyama ye ngondo, nyama nyama ye. Nyama nyama ye ngondo, nyama nyama ye. Monsieur Crocodile, ouvre grand la bouche. Monsieur Crocodile, montre-moi tes dents. Nyama nyama ye ngondo, nyama nyama ye. Nyama nyama ye ngondo, nyama nyama ye. Encore. Nyama nyama ye ngondo, nyama nyama ye. Nyama nyama ye ngondo, nyama nyama ye. Merci. Après la petite enfance, on a les personnes âgées. Nathalie et Mariette. Je vais laisser Mariette commencer. Nous avons travaillé avec Nathalie tout l'hiver, soit à l'état de la carrière, soit à Nuit d'Europe. J'ose vous dire qu'au départ, j'étais un petit peu réticente à y aller parce que le miroir était trop proche. Mais ça a été un plaisir énorme. On a eu de plus en plus de monde. D'ailleurs, on avait demandé que 12 à 14 personnes, on n'a jamais eu moins de 25 personnes. Donc, c'est que les gens étaient heureux de venir. On a commencé à raconter et beaucoup à chanter. À chanter des chansons. Bon, on a puisé dans notre folklore national et on a redécouvert des chansons comme Marc du Palais, comme à la Clairefontaine, que tous connaissent. Et ça, la chanson rassemblait beaucoup. Puis on a raconté des histoires, beaucoup des histoires françaises. Hein. On est resté sur le folklore français. Et peu à peu, il y a des gens qui ont commencé à raconter à leurs parents en disant « Ah, c'était pas tout à fait comme ça qu'on le racontait ». Et c'est ce qu'on attendait. Et on a eu des versions, un petit peu en particulier, sur des histoires de loups et de renards, ou des choses comme ça. Et puis, tout doucement, les gens se sont mis à parler de leur vie, comment ils vivaient. Quand ils étaient petits, bon, beaucoup, il y avait des souvenirs de guerre automatiquement, hein, qui sont arrivés très lourds, très difficiles, mais avec beaucoup de chaleur. Et puis on a eu la chance, c'était surtout à l'avenue d'Europe, d'avoir un monsieur qui chantait merveilleusement bien, qui rythmait tout ça avec des tas de chansons que tout le monde reprenait, ce qui fait qu'à la fin de la séance, moi j'ai été très touchée parce qu'une petite dame qui n'avait rien dit est venue, m'a pris les deux mains, elle m'a dit « Grâce à vous, j'ai passé un hiver formidable ». Et ça, c'était le plus beau des cadeaux qu'on peut faire. Alors on a raconté, quand est-ce que vous revenez? Parce qu'on allait tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, et souvent on avait des réflexions, vous n'êtes pas venu la semaine dernière? Bon, on vous a attendu. Bon, alors, ben oui, mais on ne peut pas non plus être tout le temps, mais c'était un plaisir. Et petit à petit, sur le groupe, il y a des gens qui ont, bon, honnêtement, il y a des gens qui n'ont pas parlé du tout, ça c'est sûr, mais qui écoutaient, puisqu'ils étaient là.
Et puis il y a des gens qui ont vraiment pris la parole et qui nous ont apporté vraiment des récits de métiers sur les tanneurs en particulier. Sur les tanneurs, on a eu des récits de métiers, des tanneries vraiment formidables. Les femmes sur le moulinage, bon, on a eu des récits vraiment très très intéressants. Et puis des récits de femmes de ménage, de femmes à tout faire, de bonnes, avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Puis alors des femmes, alors un peu plus sur la clairière, des femmes d'agriculteurs avec les difficultés qu'ils avaient. Ça a été quelque chose de remarquable et Nathalie, pendant que je racontais, Nathalie a pris des photos. Elle a pris des photos et je pense qu'on va pouvoir vous faire passer tout ce petit montage que Nathalie nous a préparé. Voilà. Donc la dernière caravane présentée est celle à Comte-Perché. À Comte-Perché a été composée en deux parties. Une première partie avec Joséphine, on est passé dans les bibliothèques pour pour faire des bains de contes, ce qu'on appelle les bains de contes. On raconte des histoires pendant 1 heure à différents publics. Ensuite, on a essayé de motiver les adultes, tous les adultes, à raconter des histoires. Et l'atelier s'est mis en place lors de 4 séances à la bibliothèque communautaire d'Annonay. Donc il y avait 9 personnes qui étaient intéressées. Il y a eu des choses extraordinaires qui se sont passées. Des personnes qui ne se connaissaient pas et il y a eu quelque chose d'incroyable. À chaque fois qu'on se séparait à la fin de la séance, c'était des moments d'émotion. Et la dernière séance, on s'est retrouvés autour d'un repas. Et c'était comme si on était tous devenus des bons potes. Et ça, c'était chouette. Et les histoires, c'est comme les bons repas, de les partager, c'est quand même extraordinaire. Et donc ce soir, celles qui vous vont présenter un petit morceau de ce qu'elles ont pu faire, elles ont eu 4 séances de 2 heures. Donc c'est pas beaucoup du tout. Donc voilà, elles ont fait un travail formidable et je tenais à les remercier. Et à toutes les personnes qui ne sont pas là de l'atelier aussi, mais qui sont aussi un peu avec nous. Voilà, merci. Il était une fois une histoire. Dans la cave voûtée, une multitude d'objets couverts de poussière et de toiles d'araignée. Sur le plancher, une araignée se tricotait des bottes dans un flacon. Un limaçon enfilait sa culotte. J'ai vu dans le ciel. J'ai vu? Non, je vois à même le sol de terre battue une cruche ovale en terre cuite rouge avec 2 petites poignées ciselées et une fissure. Mais elle me parle. Tous les matins, le jeune garçon de blanc vêtu, sandales aux pieds, cheveux en broussailles, regard malicieux, sourire et chanson aux lèvres, descend à la rivière remplir 2 cruches d'une eau fraîche et limpide. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. Debout les gars, réveillez-vous, on va à la rivière. Tous les matins, ce ne sont pas 2 cruches pleines, mais 1,5 qu'il remonte. En effet, un jour, sur le chemin, une branche rebelle m'a fissuré, et depuis, je perds de l'eau. Les jours passent, et tandis que l'autre cruche
se vante de sa beauté parfaite et du travail bien fait, je m'enfonce dans la tristesse. Un matin, je ne peux retenir mes larmes. Le jeune garçon s'en inquiète. « Belle cruche, qu'as-tu donc à pleurer ainsi ? » « Oh, je suis fort triste, car je ne peux faire mon travail correctement. » Il sourit. « Belle cruche, regarde le long du sentier. » La tristesse fait place à la surprise. La surprise fait place à l'émerveillement. Sur le bord du sentier, des centaines de fleurs forment un festival de couleurs et un arc-en-ciel de senteurs qui vous font chavirer l'essence et le cœur de bonheur. La cruche s'endort. Et moi, je m'en vais vers d'autres histoires. À la claire fontaine. Il était une fois une histoire. Il était une fois un pauvre bûcheron qui habitait dans une forêt. Sa femme était morte, mais elle lui avait laissé une multitude d'enfants. Jusqu'à cette année, aucun problème. Les récoltes étaient abondantes. Il pouvait faire des provisions pour l'hiver et nourrir ses enfants sans aucun problème. Mais cette année, pas une goutte de pluie depuis 5 mois. Une sécheresse exceptionnelle due au dérèglement climatique, mais il n'a eu que des mauvaises récoltes et il n'a pas pu faire beaucoup de provisions. Donc il est très inquiet. Alors il réunit ses enfants et leur explique qu'il est obligé de partir. Il leur laisse quelques provisions et leur dit qu'il va chercher du travail ou de la nourriture, mais il reviendra très vite. Il faut bien qu'il s'occupe des quelques poules qui restent. Il en reste 3 qui ont survécu. Donc, il leur fait confiance. Il fait son baluchon. Il prend sa cognée et le voilà parti. C'est une forêt d'Europe, une forêt de chez nous. Et dans cette forêt, il y a toutes sortes d'arbres, comme des chênes, par exemple, ou alors des sapins, des châtaigniers, des hêtres, des bouleaux, des frênes, voilà. Et tous ces arbres ont des troncs magnifiques qui montent haut vers le ciel. Leurs branches s'ouvrent comme des bras. Et en cette saison, il y a des feuilles jaunes, des feuilles rouges, d'autres sont restées vertes. Tout cela crée une voûte dorée au-dessus de lui. Il marche, il avance dans cette forêt qu'il aime tant. Il regarde tout autour de lui s'il ne voit pas quelques champignons ou alors des châtaignes. Mais rien. Sous ses pas, les feuilles craquent, tellement elles sont sèches. Il avance toujours et il essaie d'écouter s'il n'entend pas des bruits de bûcherons ou des voix humaines. Et à un moment, il entend « ouh, ouh ». Attention, la comptine a un peu varié. Dans la forêt lointaine, on entend le hibou. Du haut de son grand chêne, il répond au coucou. Ouh, 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 coucou. Ouh, 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 coucou. Il avance toujours, et au bout d'un moment, il voit une petite lueur. C'est une clairière. Et dans cette clairière, il y a une maisonnette.
Ah, il est content. Il va pouvoir enfin parler de ses soucis à quelqu'un et peut-être trouver une solution. Donc il s'approche de la maisonnette. Mais il ne voit personne, rien, personne autour de la maison. Donc il avance encore, il appelle. Ouh, il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Personne, personne du tout. Donc il avance toujours, la porte est entrouverte. Il toque à la porte, puis il avance encore un peu. Ouh, il y a quelqu'un? Ah, personne ne répond. Il rentre dans la maison, et là, un rayon de soleil éclaire une grande table couverte de victuailles. Il y a des rôtis fumants, des poulets, des gratins et même des gâteaux. Et tout cela sent bon. Ça parfume toute la maison. Alors il regarde, et puis, il y a quelqu'un? Et non, il n'y a toujours personne. Il s'approche, et ce fumet délicieux lui rentre dans les narines. Il a quand même très envie. Allez, viens boire un petit coup à la maison. Il y a du pain, il y a du vin, du saucisson. Il s'installe, et il mange, et se remplit la panse. Oh, et mes petits là-bas, mes petits qui meurent de faim. Mon Dieu, vite, je vais remplir mon sac de victuailles. Prends son sac. Et plus rien. Quelle est cette diablerie? Où est passée toute cette nourriture? Sur la table, plus rien. Ah si, un chat. Un chat noir avec le pelage luisant qui s'avance en minaudant sur la table. Il fixe le bûcheron avec ses 2 yeux verts. Mais c'est pas possible! Quelle est cette diablerie? Je suis dans la maison du diable! À ce moment-là, derrière lui, apparaît une vieille femme. Une vieille femme, tout ébouriffée. Elle est vêtue de noir, elle est toute ridée. Elle a des yeux verts et un nez comme les sorcières, un nez crochu, un immense nez crochu. Et à chaque fois qu'elle remue la tête, son nez touche le sol. Tu as raison, tu es bien dans la maison du diable. Et après ce que tu as fait, tu vas finir en enfer avec lui. Ah non, je ne peux pas aller en enfer, je ne veux pas aller en enfer. J'ai mes petits là-bas qui m'attendent. Ils ont faim, ils veulent manger. Je connais bien une solution à ton problème. Il faut que tu m'épouses. Si tu m'épouses, je m'occuperai bien de tes enfants. Ils auront toute la nourriture qu'ils voudront. Je ne veux pas vous épouser, mais il n'en est pas question. Ah ben non, ah ben ça alors non. Bon, d'accord. Mais alors, avant, on prend un sac de victuailles et je veux aussi un sac d'or et d'argent. Et le bûcheron et la vieille préparent le sac de victuailles, le sac d'or et d'argent, et les voilà partis tous les deux. Le bûcheron devant et la vieille derrière. La vieille est très heureuse, car elle a enfin trouvé un mari. Alors ils marchent dans la forêt, ils marchent un bon moment, et au bout d'un moment, ils s'assoient parce qu'ils sont un peu fatigués. Ils vont faire un petit casse-croûte. Et comme elle est très contente, le bûcheron lui sert du vin. Elle en boit un peu trop, et elle s'endort. Alors le bûcheron se dit, quelle aubaine! Il prend sa cognée, et clac! Il lui coupe le nez. La pauvre vieille est bloquée au sol, elle ne peut plus bouger, car toute sa force était dans son nez. Alors, le bûcheron s'en va vite, avec ses 2 sacs. Mais elle sent que ça va pas, et elle pousse un hurlement terrible, qui fait résonner toute la forêt. À ce moment-là, du fond du bois, sort un immense diable, un grand diable avec 2 cornes.
couvert de poils noirs. Il a des dents jaunes, des doigts crochus. Il a compris que c'était sa mère qui hurlait. Et vite, vite, il accourt à son chevet. Et là, lorsqu'il la voit, il sait bien qu'elle est en train de mourir. Il la regarde. Il voit ses yeux verts qui le fixent. Il se retourne et il voit le petit bonhomme qui court là-bas devant. Alors, vite, vite, il court pour le rattraper. Et le petit bonhomme, il court encore plus vite pour lui échapper. Et le diable court, et toc, il l'attrape. Et lorsqu'il l'attrape, il crie « Ah, maintenant que tu as tué ma mère, moi aussi je vais te tuer !» Mais à ce moment-là, tous les enfants il était arrivé à la maison, tous les enfants sortent de la maison. Ça fait une multitude d'enfants. Ils sont tout contents. « Ah, papa, tu nous as apporté un grand diable à manger !» Elles sortent. Et le diable, lorsqu'il voit ses grands yeux affamés et ses petites dents toutes pointues qui le fixent, il prend peur. Il s'enfuit vite dans la forêt. On ne l'a jamais revu. Et le bûcheron donne vite de la nourriture à ses enfants. Et puis, avec le sac d'or et d'argent, ils seront tranquilles pour un bon moment. Alors, pour les récompenser d'avoir été aussi courageux, il leur offre à chacun un petit gilet jaune. Il était une fois des histoires. Un, 2, 3. 3 très grands crus dans 3 cruches creuses. 3 très grands crus dans 3 cruches creuses. 3 très grands crus dans 3 cruches creuses. Je vous invite à quitter un petit moment nos collines ardéchoises avec leurs coteaux de vigne pour aller jusqu'en Chine. Là-bas, sur une autre colline, une maison. En bas de la colline, un ruisseau où coule une eau vive, une eau de source. Chaque jour, le porteur d'eau fait le voyage de la maison au ruisseau. Oh, il est plus très jeune, sa jeunesse est derrière lui, mais il est encore alerte. Et de porter l'eau du ruisseau à la maison lui plaît, lui donne un regain de vitalité. Alors chaque jour, il prend sa grande perche et il installe 2 cruches de terre vernissée. Une de ces cruches est parfaite. Elle remplit sa tâche. Elle rapporte à chaque fois une portion entière d'eau. Elle est même un peu orgueilleuse et il lui arrive de se vanter. L'autre cruche, lors d'un trajet, a été cognée. Elle a une fêlure. Elle est triste. À chaque retour, ce n'est pas une portion entière d'eau qu'elle rapporte à la maison. C'est seulement la moitié. Et d'entendre l'autre cruche se vanter et de ne pas remplir sa tâche de jour en jour, sa tristesse se transforme en honte. Elle déprime, elle est honteuse. Et les jours passent, et chaque jour, le voyage se fait de la maison à la rivière.
Un jour parmi les jours, le porteur d'eau descend à la rivière. Il remplit la première cruche. La cruche parfaite. Il remplit la deuxième cruche, la cruche fêlée. Ce jour-là, la cruche fêlée n'y tient pas. Elle se confie à lui. Oh, porteur d'eau, tu sais, il faut que je te le dise, je suis vraiment honteuse. Toi, tu fais ton métier, ta tâche, et moi, je ne t'aide pas. À cause de moi, tu ne rapportes qu'une portion et demie à la maison d'eau. Et le porteur d'eau regarde, il regarde la première cruche, il lui sourit. Il regarde la deuxième cruche, il lui sourit aussi. Et à elle, il lui dit, mais tu sais, j'ai un secret. Je ne te l'ai pas dit jusqu'à présent. Mais regarde, au retour à la maison, regarde bien. Il réinstalle sa perche, les deux cruches, et il remonte le long du chemin. Et là, la cruche regarde. Elle regarde de son côté. Et qu'est-ce qu'elle voit ? Un festival de fleurs, des fleurs de toutes les couleurs, des fleurs éclatantes. Ils arrivent à la maison. Le porteur d'eau a posé un bouquet sur la table. Un bouquet de lumière et de joie de vivre. Et à ce moment-là, il se tourne vers la cruche fêlée et lui dit « Alors, tu as vu ? Et oui, je ne te l'avais pas dit, moi. J'ai vu ton défaut et j'ai décidé d'en tirer parti. Chaque jour, quand je remontais sur le chemin, j'avais mon petit sac de semences et je les distribuais comme ça tout le long du chemin. Et toi, au retour, tu les arrosais. C'est grâce à toi que nous avons chaque jour ce bouquet de fleurs sur la table. Merci les cruches, merci la cruche fêlée. Mon histoire est terminée. À la cave fontaine. La dernière s'en ira.
volets ouverts, carreaux cassés ensoleillés. C'est ce qu'on entend résonner dans la cour du drôle d'immeuble où habite la jeune Isis. Et la voilà, Isis, en compagnie de son vieil appareil photo. Sa passion pour la photographie remonte à son arrivée dans cet immeuble. Sa mère avait l'habitude de l'envoyer dans la cour pour y étendre le linge. Elle était encore adolescente, mais soyons clairs, toutes ces tâches domestiques n'ont jamais intéressé Isis. Avec les années, elle a donc pris l'habitude de venir ici, devant cet étendoir, pas pour y étendre les chaussettes de ses frères, mais pour y faire sécher ses photographies. Autrefois, Isis s'en souvient très bien, cet immeuble était vivant. Elle avait une foule de voisins, tous plus étonnants les uns que les autres. Et il y avait là tant de visages, tant de choses à observer qu'Isis ne savait pas où donner de la tête. C'est ainsi qu'elle a pris l'habitude de prendre en photo tout ce qui passait devant ses yeux. Aujourd'hui, Isis a grandi. Elle se souvient souvent avec nostalgie de ses voisins d'alors. Et c'est leur histoire que nous allons vous raconter. L'histoire de la jolie petite Marguerite. Petite? Mais pourquoi les femmes sont-elles toujours petites? C'est donc l'histoire de la jolie petite Marguerite et du jardinier bossu. Il y a quelques années encore, ces deux-là étaient voisins et très amoureux. Ils ne faisaient pas grand-chose de leur journée. Le jardinier passait son temps à rêver et à réciter des poèmes. Marguerite, elle, passait ses journées à chanter, ce qui énervait beaucoup ses voisins. Dans cet immeuble vivait aussi Ernest, un pasteur. Cet homme-là avait une drôle de manière de dresser ses chiens. Ils aboyaient après les insultes et les mensonges. Et juste en face du pasteur vivait le cosaque, un immigré russe qui détestait la religion. Je vous laisse imaginer les disputes entre les deux hommes. Tous vivaient dans ce drôle d'immeuble, les uns à côté des autres, et collés, serrés, à ne plus pouvoir respirer. Ne plus pouvoir prononcer un seul mot. Vous m'entendez? Plus un seul mot, sans être écouté, entendu. Oui, de toutes parts, et même parfois torpillé par les pensées de ses voisins. Ne même plus pouvoir être seul dans sa propre tête. L'immeuble était devenu irrespirable. Isis n'avait plus qu'une seule idée en tête, s'évader, déménager loin, très loin. Pour passer le temps, et surtout pour tromper Monsieur l'ennui. Cet être fort désagréable et tellement inodore, Isis avait commencé à prendre en photo les visages de tous ses voisins. Elle cachait dans une boîte au bois très précieux un non moins précieux caillou. Celui-ci n'avait rien d'un diamant, et pourtant, c'était là toute sa fortune. Grâce à ce trésor, Isis était parvenue à capter les âmes noires et tristes de tous les habitants de son immeuble. Seuls 2 locataires échappaient à ce drôle d'inventaire.
la jolie petite Marguerite et le jardinier. Le jardinier rêvait chaque nuit du jardin qu'il n'avait jamais eu. Chaque matin, lorsqu'il croisait sa voisine, il lui racontait son rêve. Volets ouverts, Volets fermés. volets ouverts, Ta main sur volets mon fermés. épaule, Volets ouverts, c'est tout le sel de ma lune volets fermés, sur la queue du plus heureux volets des ouverts, oiseaux. volets fermés, Je ne veux plus partir. volets ouverts, Je ne veux plus voler. Tourne le dos au soleil et volet. Ferme-toi. Toute sa lumière à elle, sur son lit, brille pour moi. Les rêves de celui qu'elle appelait le jardinier, bien que celui-ci n'ait jamais eu le moindre jardin de toute sa vie, faisaient sourire la jolie petite Marguerite, qui se moquait du jardinier avec tendresse. Malgré tout, de fil en aiguille, elle était entrée dans le jardin de son voisin. Et l'amour était né. Des monts et merveilles, vents et marées, au loin déjà la mer s'est retirée. Et toi comme une algue, doucement caressée par le vent, dans les sables du lit, tu remues en rêvant. Des monts et merveilles, vents et marées, au loin déjà la mer s'est retirée. Mais dans tes yeux j'entr'ouvert de petites vagues sont restées. Tes monts et merveilles, vents et marées, de petites vagues pour me noyer. Du jardin secret où règne la liberté, la jolie petite Marguerite avait accès à tout l'appartement. Une demeure somme toute bien étrange et tellement vivante. Le jardinier y récitait des poèmes simples et mystérieux. L'instant d'après, chaque objet bruissait de doux murmures. Les murs, eux aussi, prenaient part à la conversation. Un verre, une chaise, une bouteille, un chapeau sur un manteau échangeaient des idées. Le jardinier cessait alors ses lectures. Tous deux, main dans la main et l'air ravis et émerveillés, écoutaient la fourchette et le couteau philosopher à bâton rompu. Mais le charme se rompait de plus en plus souvent brusquement. Des bruits inquiétants viennent de la porte. Le jardinier se fige de peur. Les chiens enragés du pasteur Ernest. Sentant le malaise du jardinier, les chiens se mettent au contraire à gratter à la porte de plus en plus fort et à aboyer à tue-tête. La jolie petite Marguerite frémissait et regardait alors longuement son amoureux dans les yeux. Tous les deux se taisaient et retenaient leur respiration en essayant de faire oublier leur présence dans ce drôle d'immeuble. Heureusement, les chiens finissaient toujours par se lasser et par partir en quête d'un nouvel ossement à ronger.
blanc comme un linge délavé. Le jardinier se levait alors timidement, en prenant garde de ne pas tourner le dos. Il était parvenu à cacher sa bosse pendant tous ces mois. Ces maudites bêtes n'allaient tout de même pas gâcher toutes ces petites victoires sur l'injustice. Une fois redressé, il ajustait son manteau pour cacher sa bosse et sa gêne à celle qu'il aimait et retrouver des couleurs en maudissant les chiens enragés à pleine voix. Après chaque nouvelle vague d'alerte et de haine, la jolie petite Marguerite quittait tristement l'appartement du jardinier et rentrait chez elle pour masquer ses larmes. Il ne lui avait jamais parlé de sa bosse, mais il y avait bien longtemps que Marguerite savait pourtant. Son mal, pensait-elle, avait gonflé. Gonflé. Et tant étant gonflé qu'il ne pouvait plus se cacher sous sa peau. Sa bosse de guerre l'abominable, sa souffrance durcie, calcifiée dans son dos, oui. Elle avait même fini par l'aimer. Le silence de son amoureux, lui, était insupportable. Pleine de désir et d'inquiétude, la jolie petite Marguerite se mettait alors à chanter. Leur noce devait avoir lieu l'été suivant, suspendu entre les quelques rayons de soleil qui viendraient frapper avec violence les carreaux du drôle d'immeuble. La jolie petite Marguerite espérait donc que le jardinier dévoilerait la vérité bien avant que le soleil ne soit haut dans le ciel. La jeune Isis, elle, se moquait bien de l'amour et du soleil. Elle passait ses journées enfermée dans son laboratoire, à la cave de l'immeuble, pour y développer ses photographies. Une nuit, un événement mystérieux se produisit. Sur un portrait du pasteur Ernest, une image apparut lentement,
d'abord trouble et incertaine, puis de plus en plus claire. Quand elle fut bien nette, la jeune Isis recula d'étonnement. Elle dut cligner des yeux et se pincer très fort pour se remettre les idées en place. Non, elle ne rêvait pas. C'était bien le jardinier, là, au cœur du pasteur. La découverte fit trembler la jeune fille d'excitation. Comment le pasteur pouvait-il ignorer à ce point son amour pour le jardinier? Il sentait bien une image douce et chaude s'installer un peu plus chaque jour. Mais il faisait un effort pour la chasser. Et la chasser, il y arrivait pour l'instant très bien, en rassemblant toute sa rage et toute sa haine. Et de la rage, il en avait à revendre. Et il en faisait profiter tous ses voisins. Les insultes volaient entre ses fenêtres et celles du Cosaque, le voisin du dessous. De concert, les chiens enragés se mettaient à aboyer à tue-tête. L'eau de vaisselle sale dégoulinait et glissait sous les portes. Les cris gluants gagnaient les cœurs de tous les habitants. Le Cosaque hurlait alors de sa fenêtre ouverte. « Laissez ces pauvres bêtes tranquilles à la fin !»« Vont rien !»« Hé, notre Père qui êtes aux cieux, restez-y !»« Oh, vieux salsifis !»« Et nous resterons sur la terre. »« Tronche de cimetière !»« Qui est quelquefois si jolie. »« Impie !»« Avec toutes les merveilles du monde. »« Mais t'as vu ta barbe, elle est immonde !»« Et avec les jolies filles. »« Tête de bille !»« Et avec les vieux cons !» Leurs mots étaient si durs, si tranchants, qu'en retentissant, ils coupaient les habitants les uns des autres. De leurs refrains bleus et blêmes, personne ne sortait indemne. Les escaliers se tordaient, les portes claquaient derrière ceux qui avaient autrefois l'habitude de passer des heures à discuter entre voisins. Isis était la seule à traîner encore son ennui et son vieil appareil photo dans les couloirs, dans les vieux escaliers, devant les portes entr'ouvertes. Sans se lasser, elle poursuivait sa collection de l'immeuble et de ses habitants. Volets ouverts. Le jardinier. Il se dirige vers Marguerite. Quoi? Une bosse? Le jardinier est bossu? Je tiens la photo du siècle. À ce stade de notre histoire, la jeune Isis est malgré tout perturbée par la révélation de sa photographie. C'est vrai, elle est très fière d'avoir réussi à capturer cette image, mais elle s'interroge. Doit-elle la montrer ou pas? Depuis quelque temps, elle a bien remarqué les chiens enragés du pasteur Ernest qui venaient renifler souvent devant la porte du jardinier, comme s'ils flairaient un mensonge. Émue, Isis a aussi aperçu les larmes de la jolie petite Marguerite quand elle quitte précipitamment l'appartement de son amoureux. Par peur de semer plus de troubles, Isis décide donc de garder pour elle le secret de la bosse du jardinier. Le lendemain de sa décision, les chiens enragés du pasteur Ernest commencent à renifler devant l'appartement de la jeune photographe. L'un d'eux, d'un coup de patte adroit, parvient à ouvrir la porte. Isis, comme elle est très désordonnée et qu'elle déteste faire le ménage, a laissé traîner la photographie du jardinier bossu sur son lit.
Elle n'a pas vu les gros yeux rouges s'avancer lentement, brillants comme des feux de forêt. Soudain, l'un des molosses fonce et attrape la photographie. Les bêtes s'enfuient à toute vitesse pour apporter leur butin au pasteur en aboyant de joie. Le soleil monte de plus en plus haut dans le ciel. Les mois passent. Le jardin du bossu commence à disparaître sous les mauvaises herbes. Pendant ce temps-là, le pasteur Ernest, lui, se frotte les mains. Il prépare un mauvais coup à ce sale menteur de jardinier. Inquiet de voir son amoureuse s'éloigner de lui chaque jour un peu plus, le pauvre jardinier a pris une grande décision. Il va aller voir la jolie petite Marguerite pour lui révéler sa bosse. Un matin, le jardinier prend son courage à deux mains. Cette fois, ce n'est pas son rêve qu'il va lui raconter, mais bien la vérité. Il frappe doucement à la porte, puis de plus en plus fort. Mais rien, aucune réponse. Le jardinier part donc à la recherche de sa bien-aimée. En bas de l'escalier, il aperçoit un attroupement de personnes. Il s'approche lentement et bouscule l'un ou deux voisins pour voir et pour comprendre ce qui se passe. Là, placardé sur les couloirs, une photo de lui, partout, partout, partout. Quel enfer! Sa bosse est partout! Complètement paniqué, le pauvre homme décide de rattraper Marguerite coûte que coûte. Il ne faut pas qu'elle voie ses photographies. L'instant d'après, la foule ouvre le passage à la jolie jeune femme, Marguerite. Leurs regards se croisent. Ses yeux sont noirs et durs. La jeune femme tourne le dos au jardinier et s'en va, cette fois bien décidée à le quitter. Il est temps que cette histoire se termine. Chez le jardinier, tout s'était mis à dérailler. C'était d'abord son réveil matin qui était devenu complètement fou. Déboussolé, il confondait le jour et la nuit et sonnait à tue-tête pendant des heures sans que le pauvre bossu ne parvienne à l'éteindre. Le mois suivant, son lave-linge avait rendu l'âme en versant toutes les larmes de son corps de vieille machine épuisée. Tous les voisins du dessous avaient été frappés par un déluge d'eau. Le jardinier clôtura définitivement son jardin. Le rêve était devenu cauchemar et tout était sans dessus-dessous. Dans sa chambre, au 6e étage, un coquillage était posé sur la table. Soudain, le coquillage s'était mis à chanter et le bossu avait été réveillé en pleine nuit par le bruit de la mer. Il voit le coquillage. Il lui sourit. Il veut le prendre dans ses mains, mais le coquillage s'enfuit. Et l'homme, assis sur son lit, regarde le réveil matin. Avec ses oreilles, il entend la sonnerie. Il secoue la tête pour chasser le bruit, mais le bruit continue. L'homme se lève. Un homme comme les autres, sauf qu'il est bossu. Il ouvre la fenêtre. Il se penche. Il enjambe. Il se jette. Un homme à la mer, dit le concierge.
Depuis cette époque, les chiens enragés du pasteur Ernest ont cessé d'aboyer. Le réveil matin ou réveil minuit a aussi cessé de sonner. Foudroyée par le chagrin et par la culpabilité, la jolie petite Marguerite a quitté définitivement l'immeuble. Avant de déménager lui aussi, le pasteur Ernest a traîné encore pendant quelque temps sa souffrance dans les couloirs du drôle d'immeuble, recroquevillé et courbé par le chagrin. Mais que m'arrive-t-il ? Ne devrais-je pas être heureux de voir la terre débarrassée de ce fieffé menteur ? Ces chiens venaient renifler tristement à ses pieds, en quête de quelques insultes à récolter, mais rien. Plus un mot dur ne sortait de sa bouche. Le pasteur n'avait plus le cœur à leur jeu cruel. Mais vers quoi son cœur était-il donc tourné ? Ou plutôt, vers qui ? Et si... Non, cela n'était pas possible. Et le pasteur avait repris sa longue marche dans les couloirs, suivi par ses chiens sans rage, la tête basse. Un jour, il s'était retourné vers eux en leur demandant : « Dites-moi, chère bête, je l'aimais, n'est-ce pas ? » Le silence qui s'était abattu à chaque étage avait tant fait frissonner la jeune Isis qu'elle s'était armée de son appareil photo. Chaque clic réchauffant ses mains et les souvenirs glacés des habitants disparus. Aujourd'hui, Isis est devenue photographe. Elle regarde souvent, avec nostalgie, ses toutes premières photographies. Celles qu'elle a prises dans son drôle d'immeuble. Les photographies des voisins de son adolescence. De nouveau, les visages de ses voisins se côtoient sur le fil où elle étend ses photographies pour les faire sécher. Leurs regards se croisent, se souriant amoureusement ou s'épiant avec méfiance, comme par le passé. Fait miraculeux, le pasteur et le cosaque se font maintenant face sans crier l'un sur l'autre. Chaque soir, Isis se promène entre ses photographies, en les frôlant à peine, les touchant comme on caresserait des statues dans un musée, du bout des doigts. Et elle imagine que sous ses mains, le jardinier et Marguerite reprennent vie. Visiteurs, tendez l'oreille derrière les murs et les carreaux cassés. Vous l'entendrez. La jolie petite Marguerite surgit du passé pour chanter ses joies et ses peines. Au musée de cire du souvenir, Vous prenez la galerie des soucis l'escalier des faux désirs. et vous tombez directement dans la trappe des regrets. Là, vous pouvez graver sur les murs. Avec le petit couteau souvenir acheté à l'entrée,
les graffitis du malentendu. Mais au-dessus de la salle des bienfaits perdus, les yeux bandés, le funambule amour danse sur la corde raide du bonheur à peine entrevu, du bonheur jamais oublié. Et la musique de son cirque tourne son disque, rayé et usé, exténué mais ravi. Et le disque tourne comme une lune sanglante et endeuillée, Radieuse, vivante, souriante, ensoleillée, merveilleuse et émerveillée. musique du peuple des oiseaux. Musique des oiseaux du peuple. Visiteurs, n'écoutez pas cette musique sans l'entendre. Ne prêtez pas seulement l'oreille à cette musique, à ce bruit. Donnez-la lui, et elle vous la rendra au centuple. Un beau jour, Ou un autre jour. la musique du peuple, des oiseaux de l'amour.